Félix Tshisekedi est attendu ce vendredi à Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental. Le président de la République passera le reste de la fête de fin d'année au centre du pays et profitera pour visiter les chantiers routiers ouverts en province. Et déploiement des troupes sud-soudanaises dans l'est de la RDC, Moïse Katumbi s'y oppose et le qualifie de réducteur pour nos forces armées. Pour le candidat à la présidentielle de 2023, le seul appui dont ont besoin les FARDC, ce sont des moyens. Et en Côte d'Ivoire, après un mois de procès, le verdict de l'attentat de Grand Bassam de 2016 est tombé. De la prison à perpétuité pour 11 des accusés condamnés, entre autres pour actes de terrorisme et assassinat. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Le chef de l'État est attendu ce vendredi à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. L'annonce a été faite mercredi dernier par le gouverneur Patrick Mathias Kabeya Machi Abidi. La dernière fois qu'il s'y était rendu, c'était au mois d'octobre lors du 8e forum Makutano. Sur place, le premier citoyen congolais ne manquera pas surtout de visiter les infrastructures et travaux publics ouverts dans cette partie du pays. Des détails avec notre correspondant sur place, Emmanuel Kalonji. L'annonce a été faite mercredi 28 décembre dans la soirée par le gouverneur de province dans une affiche postée sur sa page Facebook. Bien avant cette affiche d'annonce numérique qui a fait le tour des réseaux sociaux, Patrick Mathias Kabeya Machabidi, gouverneur de la province du Kasaï oriental, avait réuni autour de lui les membres du conseil provincial de sécurité. C'était donc une rencontre purement particulière dans la mesure où il s'est tenu hors du contexte ordinaire. Généralement, les réunions du conseil de sécurité se tiennent le vendredi, mais celle-ci l'a été mercredi dans le but d'informer et de préparer l'arrivée à Mbuji-Mayi du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. Ce jeudi matin, les habitants de Mbuji-Mayi se sont réveillés sous une fine pluie avec la présence des équipes d'avance du président congolais déjà dans le mur de la capitale du diamant industriel. Les partis politiques se mobilisent. Les sympathisants de l'UDPS, partis au pouvoir, sont en mouvement. C'est donc une ambiance de fête dans une ville de Mbuji-Mayi aux allures mortes, mais qui se réveille à l'annonce de l'arrivée du président Félix Tshisekedi. Sans courant, sans eau depuis quelques jours, c'est ce soir que la vie semble reprendre en Mbuji-Mayi. L'arrivée du chef de l'État au Kasaï oriental est porteuse de grands espoirs, notamment la suite dans le dossier de la relance de la société minière de Bakwanga. Il y a 2 mois, soit au mois d'octobre dernier, le président congolais était en Mbuji-Mayi dans le cadre de la clôture du festival d'affaires Makutano. Demain, après donc son séjour en Bandaka pour la 9e conférence de gouverneurs, Félix Tshisekedi va séjourner durant 5 jours au chef-lieu de la province du Kasaï oriental. En Mbuji-Mayi, Emmanuel Chabanza pour Télé 50. 9 hommes et 13 femmes, notamment des fillettes, c'est le bilan des otages libérés par la coalition FARDC et UPDF après le ratissage à Béou, près de Boga, en territoire d'Irumu. En liberté, ses compatriotes passeront le temps de fête avec les leurs. Le lieutenant-colonel Mac Azukai, vous êtes avec moi en ligne, vous êtes porte-parole des FARDC au sein de ces opérations. Quels sont les contours de la libération de ces compatriotes ? Effectivement, 22 compatriotes délivrés à Béou, près de Boga, territoire du Roumu, grâce à la pression militaire exercée par les forces de la coalition FARDC-UPDF, fêteront en toute liberté la Saint-Sylvestre avec nos partenaires de l'UPDF à Boga. Cette avalanche de libération, bien plus de délivrance des otages, prouve que, effectivement, la peur a changé de camp. L'ennemi est sous pression, une forte pression alors. Sa capacité de nuisance semble être sensiblement réduite. C'est ainsi qu'il tente de migrer à l'ouest de la nationale numéro 4 pour échapper aux frappes dans la zone où manœuvrent les FARDC et l'UPDF. Ces avancées, il faut le souligner, sont consécutives à la détermination de 2 armées à éradiquer les phénomènes ADF dans la sous-région, mais aussi grâce au soutien et à la franche collaboration de la population avec les FARDC et les contingents de l'UPDF. Le colonel Mac Azukai, le Soudan du Sud a envoyé
750 militaires à l'est de la RDC. Ils sont formés depuis 6 mois pour protéger les civils ainsi que leurs biens. Mais ce déploiement n'est pas du goût de Moïse Katumbi, candidat prononcé à la présidentielle de 2023, qui sur son compte Twitter l'a qualifié de réducteur pour nos forces armées. L'ancien gouverneur du Katanga a demandé à ce que soit doté plus des moyens au FARDC à la place. Alors que le document de politique de défense censé magnifier les FARDC a été rendu public, le pays ne cesse d'accueillir les forces étrangères pour contrecarrer l'activisme des groupes rebelles exerçant dans l'Est et assurer la sécurité des populations civiles meurtries depuis plus de 2 décennies maintenant. Deux tendances apparemment inconciliables et qui ont fait réagir un ténor de la politique congolaise, l'ancien allié de Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi. Le candidat à la présidentielle de 2023 n'a pas pu avaler la pilule de l'annonce du déploiement des forces sud-soudanaises après celui du Kenya, du Burundi et de l'Ouganda déjà présents sur le sol congolais pour le compte de la force régionale de l'EAC. Le Sud-Soudan est à ses yeux une goutte de trop qui fait renverser le vase tant lui-même pour la sécurité de son territoire fait appel à un autre pays de la sous-région, à savoir l'Ouganda. Sur son compte Twitter, il écrit: arrêtons de réduire nos forces armées à une force assistée. Le seul appui dont notre armée a besoin, ce sont les moyens et un allié stratégique irréprochable. En effet, selon les médias internationaux, le Sud-Soudan projette d'envoyer dans les jours à venir 750 militaires pour combattre le rebelle du M23. Ces militaires eux-mêmes, issus d'un mixage, se préparent déjà depuis 6 mois à rejoindre les autres forces dans l'est de la RDC qui sont sous l'égide du Kenya. De la réunion du comité de pilotage des projets PADCA, P6 et PURPA, représentant le ministre de l'Agriculture, José Ilanga, a présidé la réunion qui a examiné et adopté les plans de travail et budget annuel 2022-2023 de ces 2 programmes. Bédin Kenge pour les commentaires. Financée par la Banque africaine de développement, l'organisation et la tenue de réunions du comité de pilotage de ces 2 projets répond aux exigences des accords de financement conclus entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et cette institution financière continentale de développement. Quant au PTBA 2023, un projet, nous estimons qu'il vient d'être soumis au comité de pilotage au bon moment, juste avant le début de l'année de sa mise en œuvre. Son adoption par le comité de pilotage, que j'encourage fortement, permettra au projet d'atteindre sa vitesse de croisière et de booster ainsi le taux de décaissement pour réaliser une meilleure performance d'ici la fin de l'année 2023. Les projets d'appui au développement des chaînes de valeurs agricoles visent l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de façon durable et l'augmentation des revenus des populations visées, à en croire David Odilon Kawala, chef de projet PADCA PURPA. Il y a plusieurs activités qui sont prévues, notamment la production de semences bases, des semences pré-bases, et en même temps, parce que ce sont des saisons, et les productions qui viendraient de ces semences pré-bases, nous allons les ramener vers les producteurs qu'on appelle les multiplicateurs de semences. Le PADCA, projet d'appui au développement des chaînes de valeurs agricoles, est un projet du gouvernement prévu pour une durée de 5 ans avec un coût total de plus de 28 millions de dollars américains découlant de ces politiques et stratégies sectorielles dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, tandis que le PURPA, projet d'urgence pour la production alimentaire, sera exécuté de janvier 2023 au mois de mars 2025 avec un coût de plus de 5 millions de dollars américains. Et dans les activités des partis politiques à Kananga, dans le Kasaï central, le Congrès des Patriotes démocrates a installé ce jeudi le comité interfédéral de son parti. Et Ernestine Nyoka a invité les différents militants à son relais pour les élections de 2023. Ils l'ont compris, tous ces cadres, militantes et militants du Congrès des Patriotes démocrates s'engagent à s'inscrire massivement dans la droite ligne de cette formation politique, membre de l'Union sacrée de la nation, vision chère au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ernestine Nyoka Kayiba, présidente nationale du CPD, a procédé à leur formation pour maîtriser et comprendre les lois et instruments de son cher parti politique dans cette salle des 12 maisons.
pleine à craquer. Ce qui attire ainsi son attention particulière parce que c'est dans son Kasaï natal. L'impression est très bonne. J'ai senti que la tension était très soutenue. Je pense que nous avons fait le maximum pour vulgariser dans une langue que maîtrisent bien les natifs du Kasaï central, particulièrement à Kanam. Très belle impression. Après avoir procédé à l'installation officielle de son parti politique, Maître Ernestine Nyokakaiba confie une mission spéciale au nouveau dirigeant de l'interfédération du Kasaï central. Je l'ai reparlé. J'ai appris au Parti démocrate ce que renferme le statut du parti. J'ai mis chaque camarade devant ses responsabilités. Ça veut dire qu'ils vont rester de manière démocratique. C'est choisir les membres qui vont compléter les comités, les membres qui vont descendre au niveau de la fédération. Il faut rappeler que Maître Ernestine Nyokakaiba a lancé un appel pathétique aux militantes et militants du CPD pour l'enrôlement massif avant de montrer sa nouvelle carte obtenue à Kinshasa au public. Pour elle, avec l'ensemble de son parti politique CPD, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo ou rien en 2023. Et retournons dans l'est du pays, la tension est assez palpable entre les communautés Hutu et Tutsi à la suite de quelques propos incendiaires tenus par l'une des communautés. Les organisations de la société civile continuent d'appeler au vivre ensemble comme cela est caractéristique en RDC. La dernière à avoir fait cet appel, c'est la coordination nationale des jeunes intercommunautaires de la RDC. Je vous propose de suivre ici la déclaration de son président. La coordination nationale des jeunes intercommunautaires de la République démocratique du Congo, SYNJIC en sigle, condamne avec toute dernière énergie le propos incendiaire et malsain des responsables des jeunes des communautés Hutu au niveau national, notamment les coordonnateurs nationaux de la jeunesse Hutu à s'attaquer sur les réseaux sociaux aux notables Tutsi et Banyamulenge qu'il qualifie être infiltré, complotant contre la République et au service du Rwanda. Rappelons que nous ne pouvons pas avoir une paix durable avec de telles accusations gratuites qui relèvent de la stigmatisation d'une communauté et qui sont d'ailleurs incitant à la violence. Nous condamnons encore une fois tout message haineux, séparatiste, tribal, des informations qui peuvent encore amener nos communautés à des guerres interethniques et intertribales. La SYNJIC RDC invite toutes les communautés de ne pas prêter oreille à ces propos et de privilégier la paix, la concorde, le dialogue, l'unité et la cohésion sociale en fait de vivre ensemble, souci de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Et à Goma, l'Institut supérieur des techniques médicales a clôturé jeudi l'année académique. Le président de la conférence provinciale de chefs d'établissement, Muindo Munganda, qui a pris part à cette cérémonie, a loué les efforts du comité de gestion de cette institution dirigé par le professeur Richard Bitoué. Cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2021-2022 a commencé par une procession de lauréats et autorités académiques de l'Institut supérieur des techniques médicales Goma. Puis les mots de bienvenue du chef des travaux Paluku Malisawa, qui est l'administrateur de budget, suivi de la présentation du rapport des activités académiques par Kambale Kifubajak. Le temps le plus fort a été la proclamation des résultats et collation des grades. C'est un total de 59 lauréats qui ont été ainsi largués sur le marché, d'où un motif de satisfaction pour le DG de l'ISTEM Goma, le professeur Richard Bitoué, qui a rendu un vibrant hommage aux parents qui ne cessent de payer les frais académiques pour leurs enfants malgré la situation difficile. Nous pouvons retenir de cette année que l'ISTEM continue l'effort de construction de notre campus de Ndosho pour se doter des infrastructures modernes et de créer un cadre propice pour l'enseignement. Cette double cérémonie
a été présidée par Priska Luanda, experte au cabinet du gouverneur militaire du Nord-Kivu, qui a représenté l'autorité provinciale. J'exprime mes remerciements à tous les membres du comité de gestion, aux autorités académiques, aux corps scientifiques et administratifs des systèmes qui ont surmonté beaucoup de difficultés pour clôturer cette année académique. Notons que la remise des diplômes à l'ISTEM Goma a été repoussée au 9 janvier 2023 pour des raisons purement logistiques. Et en Côte d'Ivoire, 6 ans après l'attentat de Grand Bassam, 11 accusés ont été condamnés à perpétuité hier mercredi. Ces hommes ont été reconnus coupables d'actes de terrorisme et d'assassinat. Ils sont au nombre de 11, 4 seulement se sont présentés mercredi au tribunal d'Abidjan pour les procès dont le verdict a été rendu le même jour. En clair, 4 accusés au procès de l'attentat de Grand Bassam, qui avait fait près de 20 morts et plusieurs blessés en mars 2016, ont été condamnés en perpétuité mercredi 28 décembre. Après 5 semaines de procès, le tribunal d'Abidjan a suivi la position du procureur de la République, Richard Adou. Et celui-ci avait demandé la semaine dernière une peine exemplaire et dissuasive et avait requis la perpétuité pour les 4 accusés présents dans la salle. Les 4 en prison à l'audience, Antao Mohamed Sissé, Sidi Mohamed Kounta, Mohamed Sissé et Hassan Bari étaient aussi accusés notamment d'avoir aidé les djihadistes pour l'hébergement, le transport ou encore le repérage des lieux. Parmi les 11 accusés, 6 sont absents, en fuite ou en détention en Mali et ont aussi écopé de la perpétuité. Cette attaque djihadiste, la première survenue en Côte d'Ivoire, d'après les informations, avait coûté la vie à 4 Français, 9 Ivoiriens, un Libanais, une Allemande, une Macédonienne, une Malienne, une Nigériane et une personne non identifiée et 33 personnes de diverses nationalités blessées. Et juste après ce journal, vous allez suivre une page magazine consacrée à la journée du 24 décembre avec la présidente de l'ASBL Initiative Plus, Marie-Olive Lembe Kabila, une journée au cours de laquelle elle a procédé à l'inauguration du centre de dialyse au Chip Gombe. Place au rappel des titres à présent. Félix Tshisekedi est attendu ce vendredi à Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental. Le président de la République passera le reste de la fête de fin d'année au centre du pays et profitera pour visiter les chantiers routiers ouverts en province. Et déploiement des troupes sud-soudanaises dans l'est de la RDC, Moïse Katumbi s'y oppose et le qualifie de réducteur pour nos forces armées. Pour le candidat à la présidentielle de 2023, le seul appui dont ont besoin les FARDC, ce sont des moyens. Et en Côte d'Ivoire, après un mois de procès, le verdict de l'attentat de Grand Bassam de 2016 est tombé. De la prison à perpétuité pour 11 des accusés condamnés, entre autres pour actes de terrorisme et assassinat. C'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme. L'actualité reste en continu. Un message de vœux à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, aux honorables députés et sénateurs, à son Excellence M. Sama Lukonde, Premier ministre et chef du gouvernement, à son Excellence M. le Premier président de la Cour constitutionnelle, aux membres du gouvernement, au vaillant peuple congolais. Qu'il nous soit particulièrement permis, au nom du conseil d'administration, de la haute direction ainsi que l'ensemble du personnel CEP Congo, de vous souhaiter à vous-même, aux membres de vos familles respectives, à tous ceux qui vous ont chers, nos vœux le meilleur de santé, de paix et de bonheur. CEP Congo saisit cette opportunité pour remercier et encourager le président de la République, chef de l'État, pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de ménager pour la pacification du pays, la lutte contre la corruption, ainsi que la mise en place d'un climat des affaires susceptible d'attirer les investisseurs. En notre qualité d'experts en logistique pétrolière aval, nous nous engageons à vous accompagner dans cette vision
en garantissant un approvisionnement régulier de l'ensemble du pays des produits pétroliers de qualité et en toute sécurité. Nous nous engageons également en notre qualité de commissionnaire de douane attiré en matière d'hydrocarbures à accompagner la DGDA dans la collecte de toute la parafiscalité pétrolière nécessaire à la mise en place des politiques déterminantes du gouvernement de la République. C'est signé Jean-Madé Boubunga, administrateur directeur général adjoint, et Joseph Chimenga, président du conseil d'administration. En dépit de son agenda particulièrement chargé ces derniers jours, Marie-Olive Lembe-Kabila ne s'est pas pour autant arrogé le droit d'oublier le sacré, son rendez-vous avec le Créateur. Dans la matinée de ce 24 décembre, l'épouse de Joseph Kabila commence par inaugurer à l'hôpital Chip de la Gombe un centre de dialyse, sans doute l'un des plus grands et le mieux équipé de la République. Juste le temps de se débarbouiller, voilà son cortège qui s'immobilise dans la soirée, dans la cour de la cathédrale Notre-Dame du Congo. Parce que le plus grand, c'est Dieu, Mama Waro qui y croit, vient participer à la messe de Noël. C'est recueillir ensemble pour fêter la naissance à Bethléem du Sauveur de l'humanité. Avant le début de la messe, Marie-Olive Lembe-Kabila a la chance de croiser dans la cour le cardinal qui s'apprête pour la procession. Visiblement heureux de revoir sa fille spirituelle, Fridolin Ambongo tend sa main et n'hésite pas à lui accorder sa bénédiction. Catholique pratiquante à Notre-Dame, Marie-Olive Lembe-Kabila se sent dans la maison de son père. Pour la gloire du Seigneur, elle chante et danse sans vraiment se préoccuper de son statut. Dans son homélie, l'archevêque de Kinshasa a adressé un message de paix aux Congolais qui vivent dans un pays en proie à des catastrophes naturelles, des accidents à répétition, d'interminables violences, surtout dans la partie orientale, mais aussi dans le territoire de Kamut, théâtre des conflits intercommunautaires avec d'innombrables déplacés et des morts. Cet état des choses, a dit Fridolin Ambongo, a contraint beaucoup de nos frères et sœurs rescapés à l'errance, à l'abandon de leur milieu de vie et de leur travail, avec comme conséquence l'appauvrissement et l'insécurité. Le prince de l'Église a également dénoncé l'insécurité dans laquelle se trouve l'Église catholique de Kinshasa, qui subit actuellement la spoliation de sa concession, située sur l'avenue Sendoué. Tata Cardinal, qui accuse ouvertement de généraux et magistrats véreux, en appelle au respect des biens de l'Église. Homélie terminée, offrande donnée, communion prise, bénédiction finale accordée, Mama Waro, comme tout chrétien ordinaire, a pris quelques minutes pour saluer ses voisins et leur souhaiter joyeux Noël. Elle a par la suite été reçue en tête-à-tête par l'archevêque métropolitain Fridolin Ambongo. Leurs échanges ont duré près de 45 minutes.